Donc surtout pour parler de résilience à Mons, parce que finalement, je pense que l'histoire qu'on a, donc Vincent et moi, sur ce concept et sur cette attirance de la résilience, elle a été construite en commun. La résilience, c'est quelque chose qui est très récent dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, et c'est quelque chose qu'on peut dater. Alors, je vais tout de suite vous montrer. Ça se date, voilà, vous voyez la ligne noire qui correspond au nombre d'articles qui possèdent le terme de résilience dans une grande base de données d'articles scientifiques. Donc on peut dater ça à peu près aux années 2005, le début de la résilience, sachant qu'avec Vincent, on a commencé à en parler ensemble, ça devait être en 2006 ou 2007, quand on s'est croisé à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris, dans le bureau de Damien Serre, et on a donc commencé à travailler là autour dans ces années-là. Donc on travaille sur un domaine qui est très peu borné, c'est-à-dire qu'il y a globalement pas de méthode, ou très peu. On ne sait pas vers quoi on va, on sait simplement que c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. À la mode, et pouvant être assez péjoratif, notamment dans le milieu scientifique. Donc ça, c'est une autre base de données que je montre souvent, qui est la base de données qui regroupe des articles, plutôt des articles de presse, des discours, etc. Et on voit que là, le terme de résilience a dépassé le terme de vulnérabilité dans son usage. Donc que nous sommes, entre guillemets, scientifiques, plutôt à la traîne par rapport à la population. Comme quoi la thèse de Mireia nous inspire les deux, puisqu'on a repris à peu près les mêmes slides de Mireia. Celle où on a essayé de mettre sur un graphique en fonction des échelles les références en termes de projets européens, de publications qui touchaient à l'aménagement. Et on s'aperçoit que, comme l'a dit Vincent, qu'à l'échelle du quartier, il y a un vide criant de travaux publiés. Une slide qui est aussi reprise avec une forme un petit peu différente par Vincent, qui est les endroits où on va se promener, qui sont les grands endroits, les vitrines en termes de résilience dans le monde de l'aménagement. Et à chaque fois, ce sont des quartiers. Bon, il y a une petite erreur sur une localisation. Donc un de ces quartiers étant notamment Hambourg, qui a avec Hafen City, qui est certainement le numéro 1 des destinations des gens qui veulent voir de l'aménagement résilient. Je l'ai sorti aussi parce que dans ce quartier, il y a un certain nombre d'éléments patrimoniaux. Alors je sais, voilà, ici par exemple, vous trouvez un certain nombre de bâtiments qui étaient là. Et ce quartier résilient, il a été construit sur une friche portuaire. Voilà, donc on entre progressivement dans le thème de la journée. C'est-à-dire que on va dire ce haut lieu de la résilience en Europe, c'est une ancienne friche portuaire avec des bâtiments dont la valeur patrimoniale a été jugée suffisante pour qu'ils soient conservés et donc adaptés au caractère inondable. En France, alors là je vais aller très très vite, la carte des zones inondables et puis la carte des évolutions démographiques où on voit que finalement les zones les plus attractives sont les zones inondables, donc il y a un réel enjeu pour l'aménagement urbain dans ces zones. Au regard du constat de ce qui s'est passé dans les dernières années, il y a effectivement un nombre de logements très conséquent qui est construit dans ces zones inondables, avec, vous voyez, entre 1999 et 2006, plus de 9000 logements pour certains départements, plus de 8000 pour le Val-de-Marne, alors que c'est un département 100% couvert par des réglementations qui, en théorie, devraient limiter, voire empêcher la construction en zone inondable. C'est un peu le paradoxe de la réglementation française. Alors maintenant, quelques réflexions, parce que j'avais intitulé ça autour de l'Île-de-France, de la métropole. Donc l'évolution de la construction de logements en zone inondable en Île-de-France, vous avez là les petits ronds. Donc
voilà le nombre de logements construits. Et vous voyez que ils sont situés, ceux-ci sont situés en grande partie dans des zones inondables. On n'a pris que les communes, que les communes qui sont dans l'espace inondable. Nombre de logements construits par période, vous voyez qu'on est plutôt croissant. Donc on construit de plus en plus en zone inondable. Et puis pour des aléas qui sont quand même, qui peuvent être forts, alors pour quasiment 50%, voire très forts. Donc fort, c'est au-dessus d'un mètre d'eau, ou avec des vitesses d'eau importantes, ce qui est rarement le cas en Île-de-France. Maintenant, je vais m'attarder, on va aller progressivement vers qu'est-ce qu'il en est des zones, des friches industrielles, etc. Si on regarde les projets d'aménagement en Île-de-France, donc vous avez là en bas, donc, les projets d'aménagement annoncés ou à l'étude. Ils sont annoncés ou programmés quand ils sont en noir, ils sont à l'étude quand ils sont en gris. Et ceux qui sont entourés de bleu sont ceux qui sont en zone inondable. Vous voyez donc que même si la zone inondable est relativement réduite, elle doit prendre, je pense, à peu près 30 ou 40% de l'ensemble des projets prévus actuellement en Île-de-France. Donc ce sont des zones qui vont avoir un renouvellement, un taux de renouvellement beaucoup plus important que ce qu'on trouve par ailleurs. Donc on va passer d'enjeux métropolitains à des enjeux plus locaux. Je vous ferai remarquer, juste avant je vais vous passer trois slides, que cette petite tache rouge correspond, on va s'en approcher, mais ça correspond, c'est une zone pavillonnaire qui correspond quasi exactement au nombre de pavillons qu'on a dans la zone Xynthia. Vous avez dû entendre parler de Xynthia, il y a eu 29 morts, plus d'1 million de personnes coupées d'électricité, plus d'1 million de personnes qui n'avaient plus de téléphone portable. Cette zone, vous la voyez, elle est ici, à l'échelle de l'Île-de-France. Donc si on s'approche, vous voyez cette zone rouge qui est un équivalent de la zone Xynthia, une zone pavillonnaire avec le même nombre de pavillons, qui est soumise à des aléas inondations à peu près identiques à ce qui s'est passé à Xynthia. En noir à côté, vous avez une zone qui a un fort potentiel de développement actuellement, qui s'appelle les Ardoines, qui est en jeu de projets urbains, je ne vais pas dire de contre-projets, mais de second tour de projet ou de troisième tour de projet, de division par ZAC, etc. Depuis une dizaine d'années, je pense que David Mangin avait gagné il y a vers 2006 par là l'aménagement de cette zone. Donc en noir, c'est la zone qui devrait évoluer, qui est une zone industrielle, des friches industrielles, ou des zones avec des grosses industries, mais relativement autonomes. Et puis en rouge, voilà la zone équivalente à Xynthia. Donc voilà cette zone équivalente à Xynthia, vous voyez, c'est bien du pavillonnaire. Et puis là, vous auriez à la zone noire qui dépasse de chaque côté très largement, qui est la zone des Ardoines. Donc cette zone des Ardoines, cette zone rouge, qui fait partie d'un périmètre beaucoup plus large, qui est le périmètre Orly-Rungis-Seine-Amont, qui est maintenant un établissement public d'aménagement. Donc quelques images de la zone. Vous voyez, ici vous devez avoir Sanofi, donc les laboratoires pharmaceutiques, puis après, normalement, vous avez un tissu industriel, surtout de PME, qui est de moins en moins actif. Quand même de grosses implantations, comme une usine électrique. Et un enjeu, alors l'image n'est pas tout à fait à jour, parce que les gares TGV qui avaient été à un moment envisagées ne sont plus à l'ordre du jour actuellement. Peut-être qu'elles reviendront. Mais la zone des Ardoines que je vous montrais, celle-ci, ici, c'est des stations du Grand Paris Express qui étaient envisagées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura sur les Ardoines, il y en aura au moins une.
Donc voilà, l'autoroute A86 et donc la Seine ici. Donc vous avez ici Ivry et Paris, avec la tour Triangle qui a été arrêtée il y a quelques jours. Donc sur ce territoire des Ardoines, voilà, les sens d'écoulement de l'eau, vous avez les altitudes. On va passer relativement vite. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Une crue 1910 plus 1 mètre, 1910 étant la crue de référence dans le bassin parisien. Donc elle donne ceci, des hauteurs d'eau qui doivent être de 2 mètres ici. Donc c'est par ici qu'il y avait mon territoire Xynthia. Vous voyez qu'il y a quelques emprises industrielles, notamment celle de l'usine électrique, qui serait hors d'eau. Et puis le travail de l'équipe de David Mangin, quand ils ont répondu à ce concours, qui a été de partitionner la zone en termes d'occupation du sol, d'associer à cette occupation du sol une couleur et ensuite de faire une matrice en termes de vulnérabilité par rapport à un aléa. C'est-à-dire qu'ils ont dit une entreprise, par exemple Seveso, est extrêmement vulnérable, même pour un aléa faible, et donc un aléa faible sur une entreprise comme Seveso donne un risque fort. C'est le croisement aléa-vulnérabilité, qui est la définition classique du risque. Donc ils arrivent à un territoire, un niveau de risque par territoire, simplement en croisant un niveau d'eau avec une occupation du sol, en ayant proposé une sorte de vulnérabilité par type d'occupation du sol. Face à ça, l'aménageur, qui est le PAORSA, avait mis en place un groupe d'experts pour réfléchir à la vulnérabilité de ce territoire. Pour le groupe d'experts, on a, après de nombreuses réunions, a sorti 5 critères qui s'organisent ainsi. À la hauteur d'eau sur le bâti, que croise la stabilité du bâti, donc est-ce qu'il va s'écrouler ou pas, ça nous donne la vulnérabilité d'endommagement. Si cette vulnérabilité d'endommagement, on le croise avec la desserte, c'est-à-dire est-ce que ce bâti sera toujours accessible, est-ce qu'il aura toujours de l'eau, etc. Ça nous donne le niveau d'exposition qu'on croise avec la vulnérabilité des usages ou des occupants, ce qui nous donne la vulnérabilité intrinsèque du bâtiment, et ce à quoi on rajoute en fait la capacité à diffuser un danger. Sur ces territoires, il y a par exemple des stockages d'hydrocarbures. Si ces hydrocarbures sont déversés dans l'eau, ils augmentent le risque pour tout ce qui est à l'aval. Donc l'ensemble nous donnait la vulnérabilité. C'est un travail qui a été fait pour être appliqué à la parcelle. Pour un aménageur, les critères des experts risques vont donner finalement un certain nombre de prescriptions d'aménagement que vous trouvez ici écrit en bleu, qui s'attachent beaucoup à des questions de design et de matériaux. Donc je vais passer très vite, ça c'est le projet de David Mangin qui en fait a été un projet par terrasse, c'est-à-dire qu'il déplace la terre pour avoir des terrasses basses qui sont souvent inondées et qui ont des usages plutôt de loisirs, de parcs, des terrasses intermédiaires qui peuvent avoir des bureaux et des logements et qui sont, on va dire, rarement inondés, et une terrasse supérieure pour les enjeux les plus vulnérables qui ne seraient jamais inondés. Jamais si la Seine ne dépasse jamais ce qu'on a prévu. Juste avant de conclure, je vais quand même revenir sur 2-3 petits éléments qui ont plutôt été donnés par le bureau de programmation urbaine, qui était l'agence Alphaville, où on voit, vous allez me dire c'est normal, c'est la programmation urbaine, mais où on voit des séquences beaucoup plus longues que la séquence des Ardoines qui sont étudiées. Donc vous avez là, par exemple ici, vous avez les Ardoines. La séquence précédente était transversale. Celle-ci, vous avez les Ardoines, donc le territoire qu'on regarde. Et finalement, il regarde toutes les connexions et tout ce qu'on va trouver le
le long de ces grandes séquences, et il propose aussi un certain nombre de références. Celle-ci que vous connaissez peut-être, quelque chose d'extrêmement intéressant, même si ce n'est pas en très très bon état en Île-de-France, qui est Mosinor, à Montreuil, un bâtiment industriel construit en étage, avec une rampe en hélice où les camions peuvent monter. Donc on pense à ces aménagements, notamment sur des surfaces dont on va dire le premier étage pourrait être inondé. Alors pour conclure, je ne vous ai pas présenté tous les lieux où on va en visite, mais je pense qu'on va tout le temps sur des visites dans des lieux qui sont d'anciennes friches industrielles ou d'anciennes friches portuaires. À Mayence, c'est une friche portuaire. À Francfort, c'est une friche portuaire. À Hambourg, c'est une friche portuaire. Saint-Ouen, c'est industriel, friche industrielle. Les Ardoines, c'est industriel, etc. Et donc, les lieux des grands aménagements sont des anciens lieux industriels, portuaires, en déshérence. Ce sera certainement prochainement des zones commerciales en déshérence. Mais pour l'instant, on est sur ce type de territoire. Si je regarde l'évolution de ce territoire pour l'Île-de-France, vous voyez la superficie en 2007 par rapport à la superficie en 1998 de ces friches industrielles. C'est-à-dire que ces friches industrielles sont en train de se réduire très très rapidement. Or, je pense, et j'espère que vous avez compris mon propos, c'est que c'est là que peut se passer la résilience. La résilience urbaine, finalement, ça va être très dur d'intervenir dans du pavillonnaire. Ça va être très dur d'intervenir sur des territoires très constitués. Et là, on est sur du renouvellement avec un petit peu de moyens et de liberté sur les façons de faire. Et on ne le prend pas trop en compte, alors qu'on a le potentiel de faire de la résilience extrêmement important et surtout qui réduit très vite. Donc il serait temps d'y aller. Le graphe entre guillemets inverse, qui est les sorties de friches industrielles, c'est pour faire quoi? Assez souvent, c'est pour faire de l'activité ou des éléments mixtes, rarement du logement ou de l'équipement. Je ne peux pas faire une intervention sur la résilience sans vous montrer, même si elle est un peu hors de propos aujourd'hui, une image de ce qu'est après une inondation. Donc je vous parlais de Xynthia, c'est une image de post-Xynthia, c'est-à-dire 3 jours après, voilà à quoi ressemble un territoire qui a été inondé. Une quantité phénoménale de déchets qui n'est pas prévue, qui ne peut pas rentrer dans les filières, qui est mouillé, etc. Donc tout un tas de problèmes. Tout un tas de problèmes qui m'amènent à cette conclusion où il ne faut pas envisager la résilience seulement sur le fait de faire du design d'un espace qui serait une sorte d'île. C'est pour ça que je vous disais que la programmation urbaine avait l'avantage de tirer des traits, d'aller chercher des séquences qui sont hors zone inondable, et donc on montre l'intérêt de relier ce territoire à autre chose. C'est aussi des questions organisationnelles. Les déchets que je montrais avant, ils ne pourront pas se gérer sur ce territoire. Donc il y a tout un ensemble d'éléments à mettre en œuvre pour arriver à des territoires résilients. La question de l'architecture, du design urbain, etc., c'est une question extrêmement importante. Ce n'est pas la seule et elle est à articuler avec toutes les autres. Vous avez des questions, je ne sais pas si on peut, s'il y a un micro qui peut se balader. Maintenant, on peut aussi attendre la première session, mais est-ce que certains d'entre vous ont des questions? C'est d'abord un message introductif, donc peut-être qu'on peut attendre. Hein, mais... Non, ben alors on poursuit. Donc je propose peut-être de laisser la parole à Célisa avant Jérémy.
Donc Lisa Randour qui travaille à l'IDEA, pardon, je te laisserai te présenter, mais qui va animer la première session, plutôt quand je parlais d'opérationnel par rapport à des exemples de projets. Et donc là, il y a Pascal Simons, Matti Pariski et Julien Langer. Donc il y a 2 Belges et 1 Français. On essaye souvent d'équilibrer, mais quand il y en a 3, c'est difficile. Et ensuite, c'est Jérémy Sensi qui animera la session plutôt projet de recherche. Donc voilà, Lisa, je te laisse la parole.